Plongez au cœur de la vérité, secret du discours qui bouleverse le monde. Dans cette vidéo captivante, préparez-vous à une plongée au cœur du discours audacieux et révélateur du ministre des Affaires étrangères à Lomé. Décryptez avec nous les messages panafricains et les revendications de souveraineté qui secouent l'Afrique. Explorez les vérités exprimées sur l'hypocrisie des pays occidentaux et découvrez comment ce discours a résonné dans le cœur de la jeunesse africaine. Le Mali accélère la décolonisation intellectuelle et conceptuelle de l'Afrique. Et cela à partir des deux interventions délivrées par l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, lors de son intervention hier au Forum pour la paix et la sécurité organisé par le ministère togolais des Affaires étrangères, dirigé par le professeur Robert Dussé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Oui, comment nous allons examiner cette affaire? Je vais d'abord donner une précision sur la notion de décolonisation conceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La décolonisation conceptuelle ou décolonisation intellectuelle. Pour moi, les deux expressions sont synonymes. Je vais essayer de préciser la définition pour que nous comprenions l'importance de la prise de parole malienne au Forum sur la paix et la sécurité. Puis par la suite, nous allons procéder en trois moments. Dans un premier petit moment, je vais revenir sur le sens de l'initiative togolaise du Lomé Peace and Security Forum. Qu'est-ce qui se cache derrière l'initiative togolaise menée par le régime de Faure Gnassingbé et par son ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé Koblan? Que signifie le Forum Peace and Security, Lomé Peace and Security Forum? Qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'il y a derrière? Faut qu'on en parle un peu encore. Dans un deuxième moment, nous allons nous intéresser à l'intervention du ministre Abdoulaye Diop comme auditeur de la conférence. Il a fait une courte intervention comme auditeur de la conférence. Je crois même que cette courte intervention n'étant pas très longue, elle, je vous la ferai entendre avant de l'analyser. Puis, dans le troisième et dernier moment de cette intervention, de l'analyse, dans le troisième et dernier moment de notre analyse, nous allons nous intéresser à la locution. Elle a duré près de 25 minutes, délivrée par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Nous ne vous la ferons pas entièrement écouter, ce serait fastidieux. Le lien de cette allocution est disponible sur la page du ministère malien des Affaires étrangères. Elle est disponible sur le site Twitter du Lomé Peace and Security Forum. Je l'ai publié depuis hier plusieurs fois sur mes pages Facebook et Twitter. Et vous pouvez les retrouver sur les pages Facebook et Twitter du ministre Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères lui-même. Donc, voilà le programme de cette émission. Je confie cette émission à la sagacité de votre combativité. Vous savez ce qu'il faut faire pour que je ne sois pas interrompu. Vous savez ce qu'il faut faire pour que nous soyons bien entendus. Vous savez ce qu'il faut faire pour que nous ne soyons pas perturbés, gênés tout au long de ce travail de décortiquage qui contribue, vous allez le voir, à la lutte de toutes les Africaines et de tous les Africains sur toute la planète, mais également à la clarification de la géopolitique mondiale. Premier point, qu'est-ce que c'est que la décolonisation conceptuelle? Qu'est-ce que c'est que la décolonisation conceptuelle? On va commencer par cette définition. La notion de décolonisation conceptuelle ou intellectuelle signifie la mise à mort des idées qui ont été élaborées par les négriers, les colons et les néocolons pour justifier leur exploitation économique, leur domination militaire, leur domination politique et leur domination culturelle et spirituelle contre les Africains. Je recommence la définition. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation
conceptuelle ou intellectuelle de l'Afrique. C'est la production des idées permettant de détruire les notions, les idées, les concepts, les théories, les doctrines qui ont permis, depuis 600 ans, de légitimer la commercialisation des êtres humains africains, la traite négrière. Les idées qui ont été produites pour légitimer les massacres, la barbarie, les déportations, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre des puissances coloniales qui se sont partagées l'Afrique en 1884-1885 en Allemagne sans les Africains. Toutes ces puissances et leurs intellectuels ont constamment produit des idées, des notions, des valeurs, des doctrines, des règles, même des lois internationales, ayant pour but de justifier le bien fondé de leur criminalité contre le peuple africain. La décolonisation consiste à détruire ces idées, à montrer que ce sont des idées fausses, la décolonisation intellectuelle et conceptuelle. Elle consiste à démontrer aussi que la domination perpétrée contre l'Afrique, après la pseudo-décolonisation, celle qui a consisté à maintenir l'Afrique sous contrôle militaire des puissances coloniales, maintenir l'Afrique sous l'occupation monétaire et économique des puissances coloniales. Pseudo-décolonisation qui a consisté à maintenir l'Afrique sous le contrôle politique des anciennes puissances coloniales à travers l'imposition de dictateurs au service des intérêts des anciennes puissances coloniales et ennemis des intérêts des peuples africains. Les idées qui ont été produites pour justifier le système criminel mafieux de la France-Afrique. Les idées qui permettent de justifier une pseudo-lutte contre le terrorisme, qui n'est rien d'autre en réalité qu'une lutte pour maintenir l'Afrique dans l'instabilité, afin de continuer à l'exploiter, à voler l'or de l'Afrique, le pétrole de l'Afrique, le gaz de l'Afrique, l'uranium de l'Afrique, le manganèse de l'Afrique, le café de l'Afrique, le cacao de l'Afrique, la banane de l'Afrique, le bois de l'Afrique, le lithium de l'Afrique. Bref, continuer à spolier l'Afrique, qui est pourtant le continent potentiellement le plus riche au monde. Sans contestation. Tout donc l'appareillage intellectuel qui a été élaboré pour justifier 600 années d'exploitation, de pillage, de domination, de déshumanisation des Africains. Lorsque vous vous attaquez à cet appareillage intellectuel, quand vous vous attaquez à tout le corpus des idées qu'ils ont produites pour justifier la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et la pseudo-lutte contre le terrorisme, qui n'est rien d'autre en réalité qu'une recolonisation déguisée, quand vous vous attaquez à ce système de pensée, vous travaillez dans ce qu'on appelle la décolonisation conceptuelle ou intellectuelle. Car la décolonisation, ce n'est pas simplement le retrait des armées néocoloniales du sol africain. Le retrait des armées qui occupent le sol africain, les armées des puissances impérialistes et coloniales. La décolonisation, ce n'est pas simplement l'abolition de la domination économique étrangère en Afrique, c'est-à-dire l'abolition de l'hégémonie occidentale sur le commerce, sur les économies africaines, l'hégémonie orientale sur le commerce, l'économie africaine. Non, la décolonisation, ce n'est pas simplement le renversement de toutes les dictatures, dont les tenants sont en réalité les vassaux, les satrapes reptiliens, imposés par les puissances coloniales, néocoloniales et impérialistes. Non, la décolonisation, c'est aussi et d'abord et concomitamment la libération des esprits, c'est-à-dire le renouvellement intellectuel, la mise en place de notions qui favorisent quoi? 1. La dignité et la liberté des Africaines et des Africains. 2. La prospérité des Africaines et des Africains. 3. La respectabilité mondiale, planétaire des Africaines et des Africains, et donc qui leur garantit la paix et la sécurité sur la terre. Vous voyez donc l'importance de la décolonisation intellectuelle ou conceptuelle. D'où celle-ci rend absolument nécessaire et prioritaire l'éducation. L'éducation des Africaines et des Africains.
Une éducation qui suppose une excellente connaissance de la tradition africaine, de la civilisation négro-africaine. Une éducation qui suppose une excellente connaissance de l'histoire africaine. Pas simplement l'histoire négrière, coloniale, néocoloniale, impérialiste. Non, l'histoire africaine pré-négrière, pré-coloniale, pré-impérialiste, qui elle est multimillénaire et qui est riche en rebondissements, qui est faite de haut et de bas, dont chaque Africain doit être instruit. Le travail de la décolonisation conceptuelle ou de la décolonisation intellectuelle est donc celui de la renaissance de l'âme à la fois collective et individuelle des Africains comme étant des hommes et des femmes à part entière et non pas des hommes et des femmes entièrement à part dans le monde. Il s'agit en réalité de la renaissance anthropologique africaine. Il s'agit de la réintégration africaine dans ce qu'on peut appeler le plan de Dieu pour l'homme, à savoir qu'il soit à son image, comme nous disent les écritures des principales religions. Faire que l'homme et la femme africains cessent d'être des canards sauvages, mais de véritables enfants du bon Dieu. C'est-à-dire qui ont le droit, comme n'importe quel homme, n'importe quelle femme sur cette terre, au respect strict et absolu de leur personne, en tant que ressemblance du divin. Voilà pourquoi on doit combattre la haine du livre en Afrique, la haine de la lecture en Afrique. On doit combattre la haine de la connaissance. On doit combattre la haine de l'intellect. On doit combattre la haine de la science, la haine de la technologie parmi les Africains. On doit combattre systématiquement tous ceux qui détestent apprendre, tous ceux qui détestent les études, tous ceux qui détestent les livres. Ils doivent être combattus, car ce sont les suppôts de l'ignorance, les suppôts de la domination, les suppôts de la soumission, les suppôts du mépris des Africains. Chaque fois dans l'histoire multimillénaire que l'Afrique a été grande, c'est parce que l'Afrique s'était inspirée de ses cerveaux les plus géniaux. Les grandes civilisations africaines du passé lointain, depuis la grande civilisation de Kemet, jusqu'aux grands empires qui ont précédé l'effondrement négrier, c'était des civilisations assises sur la haute science, la haute technologie. Elles étaient assises sur une spiritualité élevée et profonde, une connaissance précise du cosmos, une connaissance des étoiles, une connaissance du système solaire, une connaissance de l'organisation des mondes minéraux, végétaux, animaux, humains et même suprahumains. Nous devons réhabiliter la connaissance en Afrique. Non pas la connaissance des pseudo-intellectuels africains, c'est-à-dire ceux qui singent, pour ainsi dire, les intellectuels occidentaux, asiatiques ou américains, et qui essayent simplement d'être reconnus comme tels par eux, c'est-à-dire les diplômés. Non, la connaissance au sens de l'activité par laquelle sont produites les idées qui rendent les hommes libres, qui rendent les hommes prospères, qui rendent les hommes dignes et respectables. La véritable connaissance, celle qui libère. Celle dont on dit que sa possession confère la liberté, la dignité et la ressemblance divine. La véritable connaissance. Elle doit être défendue dans les campagnes. Elle doit être défendue dans les villes. Elle doit être défendue dans les diasporas. Elle doit être défendue partout en Afrique. On doit combattre pour que la connaissance règne à tous les niveaux de la société. Il faut privilégier la connaissance, la réflexion, l'invention, la création, la transformation concrète de la vie de nos populations grâce à cette connaissance. L'amélioration de nos institutions, l'amélioration de notre cité, l'amélioration de notre image internationale d'Africains et la défense, mais la défense acharnée de nos droits, où que nous soyons sur la terre. Voilà à quoi sert la connaissance. Elle sert à rendre libre. La connaissance sert à rendre prospère. La connaissance sert à rendre digne l'être humain qui la pratique et qui l'approfondit. La connaissance n'est pas un ornement. C'est pas une apparence. C'est pas une fanfaronnade.
Elle est la clé de la libération de l'homme. Donc quand j'ai écouté le ministre Abdoulaye Diop s'exprimant hier, j'y ai vu un travail sur la révolution culturelle, spirituelle, intellectuelle africaine. Ces interventions au Lomé Peace and Security Forum avaient vraiment pour but la délivrance intellectuelle, conceptuelle, la délivrance spirituelle des Africains. Quand ils lisent les relations internationales, quand ils lisent la politique internationale. L'ambassadeur Abdoulaye Diop ne s'est pas simplement fait ici diplomate des relations internationales, mais il s'est fait diplomate de la connaissance panafricaine. C'est-à-dire qu'en intervenant, il était en train de délivrer. En intervenant, il était en train de décoloniser. En intervenant, il était en train de clarifier. Ce qui, dans plusieurs esprits, en Afrique et hors de l'Afrique, demeure encore flou. Et voilà ce que je voulais dire pour le premier point, la décolonisation conceptuelle, la décolonisation intellectuelle. C'est quelque chose d'extrêmement important et vous allez le voir dans la suite de ce propos. Maintenant, deuxième moment de mon intervention, quel est le sens de l'initiative togolaise du Lomé Peace and Security Forum? Parlons du contexte dans lequel le ministre Diop est intervenu. Le Lomé Peace and Security Forum, organisé par le régime de Faure Gnassingbé et sous l'égide de son ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé-Komla. Très bien, c'est le deuxième moment. Je voudrais revenir ici sur le sens de l'initiative togolaise du Lomé Peace and Security Forum. Pourquoi le Togo du président Faure Gnassingbé organise-t-il le Lomé Peace and Security Forum? Assez rapidement, il faut savoir que la diplomatie togolaise est à l'origine de la création d'une instance de concertation qui s'appelle APA, Alliance politique africaine. L'Alliance politique africaine, c'est un cadre de dialogue initié par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussé-Komla, à la suite du succès d'un certain nombre de médiations qui ont été menées par la diplomatie togolaise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la CEDEAO et le Burkina Faso, entre la CEDEAO et le Niger. Bref, le Togo a pris des initiatives diplomatiques qui ont amené le ministre Dussé-Komla et son patron, bien sûr, à décider de créer une plateforme qu'ils appellent Alliance politique africaine et qui est une plateforme de concertation ayant pour but en fait de compenser les insuffisances de la CEDEAO. Puisque dans la CEDEAO, on ne peut pas discuter, on ne peut même pas se parler. Alors le Togo a cru bon, sous Faure Gnassingbé et Robert Dussé-Komla, son ministre, ils ont cru bon de s'engouffrer dans cette faille et de créer un espace pour faire, eh bien, la politique autrement. Mais pourquoi le Togo prend-il cette initiative? Il y a des raisons internes qui expliquent les initiatives diplomatiques togolaises. Emma, s'il te plaît, tu baisses le volume de ta tablette. Il y a des raisons internes qui expliquent la prise d'initiative togolaise. Ces raisons internes sont simples. C'est la crise de légitimité interne au régime politique togolais. C'est un régime qui n'est pas issu d'élections démocratiques, mais d'une succession de coups d'État civils, depuis 2005 jusqu'à maintenant. Écrivez ça. Je vois des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas la patience d'écouter quand on leur fait une analyse. Donc, le régime togolais souffre d'une crise de légitimité interne. Et on sait que quand il y a une crise de légitimité interne, l'une des solutions, c'est une légitimation par les actions extérieures. Ça, c'est la première raison. Ça, c'est la première raison qui explique cet activisme diplomatique qui sera d'ailleurs salué par le ministre Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères. On reste toujours sur le plan interne. Sur le plan interne, il faut que vous sachiez que le régime togolais se sent menacé par la déstabilisation qui date de 2011 avec l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye et l'invasion de tout le Sahel. Le régime togolais de Faure Gnassingbé se sent menacé depuis que des incursions d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont frappé notamment la partie nord du Togo et ont généré des morts par dizaines de soldats de l'armée togolaise.
C'est un régime qui est militairement attaqué par ceux qui arment Al-Qaïda et qui arment l'État islamique. Écrivez bien ça. Il faut que les Togolaises et les Togolais notent qu'ils sont attaqués. Qu'ils sachent que ceux qui attaquent le Mali, ceux qui attaquent le Niger, ceux qui attaquent le Burkina, ceux qui attaquent le Nigeria, qui attaquent le Cameroun, et qui ont été armés par l'OTAN en Libye, il faut qu'ils sachent que ceux-là sont en train d'attaquer actuellement le Togo. Et Faure Gnassingbé a bien noté que son régime est attaqué, y compris par les puissances qui ont toujours été tutrices du régime togolais. Un régime clairement issu du néocolonialisme français. Le père de Faure Gnassingbé, le général Étienne Eyadema, ancien soldat de l'armée française, a fait le coup d'État qui a apporté la mort, au président Sylvanus Olympio. Il l'a fait pour maintenir le Togo sous le contrôle du néocolonialisme français et avec la bénédiction de celui-ci. Tout le monde le sait. C'était un grand pion de la France-Afrique et le régime togolais a constamment été protégé par le néocolonialisme français. Depuis Eyadema père jusqu'à Eyadema fils. Sauf que, sous Eyadema fils, eh bien le néocolonialisme français a commencé à s'énerver parce que celui-ci prend des initiatives non autorisées par les patrons de la France-Afrique. Bref, il prend des initiatives comparables à celles qu'un autre issu du néocolonialisme français, à savoir le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso, des initiatives que celui-ci avait commencé à prendre sans en référer à la tutelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a été lâché. Quand le peuple burkinabé s'est révolté contre lui, il n'a pas été protégé par sa tutelle. Parce qu'il était jugé de moins en moins contrôlable. C'est la raison pour laquelle Ali Bongo a été lâché au Gabon par la tutelle de la France-Afrique. Parce qu'il a été jugé incontrôlable dès lors qu'il est allé au Commonwealth. Dès lors qu'il s'est mis à ne pas voter selon les ordres à l'ONU, à l'Assemblée générale. Vous savez ce qui est arrivé à Ali Bongo. Donc, le même reproche est formulé. Et on peut le lire dans la presse de la France-Afrique, à Paris. Le même reproche est formulé contre Faure Gnassingbé. Je vous invite en ce sens à lire l'article qui a été récemment publié par Jeune Afrique. Jeune Afrique, dont vous savez très bien que c'est un journal des renseignements généraux. C'est un journal de la France-Afrique, d'accord? Jeune Afrique a publié, avant-hier, si je ne m'abuse, une interview reconstituée du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé. Mais en fait, cette interview, c'est une interview à charge. Elle consiste à présenter le Togo, le président de facto du Togo, Faure Gnassingbé, et son ministre des Affaires étrangères, à les présenter comme des électrons libres, qui agissent depuis un certain nombre de temps, sans prendre clairement les instructions des patrons. À les présenter comme des empêcheurs de France-Africains en rond. À les présenter comme des cailloux dans la chaussure de la France-Afrique. C'est-à-dire, à les présenter comme un régime qui ne fait plus exactement, qui ne se comporte plus exactement comme le père Gnassingbé Eyadema se comportait. Donc, il faut que vous sachiez pourquoi ce régime de Faure Gnassingbé se comporte de cette façon. C'est parce qu'il s'estime trahi par ses maîtres. Parce qu'il estime que les attaques contre l'armée togolaise au nord du Togo ont pour but d'imposer au Togo une recolonisation militaire. C'est-à-dire que le Togo donne son territoire, comme le Bénin l'a fait, comme le Ghana l'a fait, comme la Côte d'Ivoire l'a fait, comme on veut forcer le Nigeria à le faire, qu'ils donnent leur territoire pour la réinstallation des bases militaires de l'OTAN. C'est parce que le Togo rechigne à accepter cette formule. Servir à nouveau de base militaire. Accepter une recolonisation militaire qui va renforcer à nouveau la mainmise économique, renforcer la mainmise politique, comme l'ont fait la Côte d'Ivoire de Ouattara, comme le fait Talon au Bénin. Le fait que Faure Gnassingbé n'obéisse pas le doigt sur la couture aux injonctions de recolonisation militaire, de repositionnement dans le golfe de Guinée, qui sont faites par l'OTAN, cela lui vaut désormais les attaques terroristes à la frontière nord de son pays. Donc, voilà le contexte dans lequel se déroule le Lomé Peace and Security Forum. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire des choses aériennes.
la paix et la sécurité sont une préoccupation pour le régime togolais, car il est fragile de l'intérieur parce que la réconciliation nationale inter-togolaise n'est pas encore réalisée, et il est fragile de l'extérieur parce que le fait que son dirigeant prenne des initiatives de médiation au Mali, médiation au Burkina, médiation au Togo, au Niger, des initiatives qui ne sont pas du goût de la CEDEAO, France africaine, qui ne sont pas du goût des parrains néocoloniaux de la CEDEAO, tout cela a fini par agacer en très haut lieu. Le forum est donc une manière pour le régime au pouvoir au Togo de renforcer son alliance avec le Mali, son alliance avec le Burkina, son alliance avec le Niger, afin de se prémunir des velléités de nuisance que la CEDEAO et le système de la France-Afrique ont prévu pour le punir.